à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité en principauté. Retour sur la dernière conférence du CEPROM, le Centre d'études prospectives pour Monaco a pour mission de promouvoir en principauté le développement d'activités novatrices dans le domaine des connaissances et de l'intelligence. Le Centre cardio-thoracique de Monaco a organisé sa 28e journée internationale. Nous reviendrons sur cette manifestation. L'Université internationale de Monaco propose depuis la rentrée un nouveau bachelor en finance spécialisé dans la place bancaire monégasque. Et pour clôturer ce journal, nous nous pencherons sur ce nouveau projet de fouille à la grotte de l'Observatoire. Nous débutons donc ce journal avec la conférence du Centre d'études prospectives pour Monaco au musée océanographique. Une conférence qui avait pour thème la banqueroute des États-providence à travers le monde. Plusieurs économistes de renom sont intervenus lors de ce temps fort en principauté. Les explications d'Émilie Rousseau. Faire de Monaco un véritable carrefour de la pensée, tel a toujours été le souhait du prince Albert II pour son pays. La principauté, par sa place sur la scène internationale, a un rôle moteur à jouer, notamment dans le domaine de la réflexion. C'est pour cela que dès son avènement, en 2005, le prince souverain a souhaité créer le Centre d'études prospectives pour Monaco, un centre qui a pour mission de promouvoir les activités novatrices dans le domaine des connaissances. Les membres du CEPROM viennent d'ailleurs de se réunir au musée océanographique autour d'économistes de renommée mondiale. Une réunion de haut niveau qui avait pour thème la banqueroute des États-providence à travers le monde. Il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut dire aux gens la vérité. C'est une situation qui va surtout toucher les pauvres. Parce qu'on va essayer on va faire comment on ne va pas discuter maintenant les détails de ça, mais je dis simplement l'État-providence, c'est un peu un casino. Les États-providence ont donc prouvé leurs limites et font face à 3 principaux problèmes. Le premier est la finance. Tous les États de bien-être manquent d'argent. Et l'histoire est toujours, que pourrons-nous faire pour payer ces bénéfices? Alors d'abord, c'est un problème financier. Deuxièmement, c'est un problème de morale, d'éthique. Parce que quand les gens demandent quelque chose gratis et attendent qu'on leur donne tout juste parce qu'ils sont nés dans un pays, alors ça fait qu'ils attendent ce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait pour ça. Et dernièrement, c'est dangereux pour la liberté. Les États-providence ont accumulé au fil des années les travers d'un système qui avait mal été défini à l'origine. Nous entrons donc dans cette phase de passage d'états de bien-être à des états de mal-être. Les dettes publiques de l'Espagne, de la France ou encore des États-Unis, la situation de la Grèce en sont actuellement les parfaits exemples. Il reste cependant encore des solutions pour remettre à flot ces pays. Je pense qu'on devrait définir qu'est-ce qui sont les obligations privées et les obligations de l'État. Malheureusement, c'est devenu une question très politique. Et suivant, la politique a fait des promesses avec de l'argent, effectivement, des citoyens d'autres genres, aussi pour des raisons d'élection. Et on n'était pas très responsable, ou on était totalement irresponsable en faisant ces promesses, au lieu d'encourager plutôt des épargnes privées. Et il faut par conséquent, d'une part, des réformes fiscales très importantes partout, qui consistent à réduire considérablement la fiscalité, et en particulier les impôts qui sont les plus destructeurs, les plus désincitatifs. Et il faut par ailleurs déréglementer pour laisser leur liberté aux individus, pour que l'individu soit responsable. Plus de 200 personnes auront assisté à cette conférence du CEPROM au musée océanographique, dont des étudiants de la principauté et de la région. Un partage d'opinions entre experts et néophytes qui aura permis d'en savoir un peu plus sur la situation économique internationale. Le domaine de la santé constitue un axe fort de l'action du gouvernement princier. Les résultats sanitaires placent donc la principauté dans le peloton de tête des pays de l'OCDE. Le centre cardio-thoracique fait partie de cette offre hospitalière en principauté. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Dreyfus au micro de Vanessa Dessy.
Le centre cardio-thoracique a un rôle parce que nous ne faisons pas que traiter des gens de façon temporaire qui vont être un peu mieux et pouvoir ressortir. Et on est le seul centre du sud-est de la France qui met des assistances mécaniques en alternative à la greffe, puisque vous savez, il n'y a pas de transplantation cardiaque à Monaco, parce que Monaco n'est pas l'Europe et qu'on n'a pas accès aux donneurs, et qu'il n'y a pas de transplantation cardiaque à Nice. Donc il faut que les gens du sud-est aillent à Marseille ou à Lyon ou à Grenoble pour avoir une transplantation, ce qui est absolument incroyable. Et donc, ayant l'expérience que j'avais acquise en Angleterre et en France avant, à Paris, importante de transplantation et d'assistance circulatoire, on a donc mis en place un système d'implantation de ce qu'on appelle un cœur artificiel, mais de ventricule artificiel. On a des malades qui vivent depuis 6-7 ans avec des pompes à domicile et qui sont extrêmement bien, qui mènent une vie normale. Ils vont à la pêche, à la chasse, ils mènent leur vie, conduisent leur voiture, ils voyagent, il n'y a pas de problème. Donc c'est une offre thérapeutique qui relève du service public, là. Parce que le coût est très important et pris en charge par nous. Donc c'est une volonté du centre cardio-thoracique de toujours se maintenir à un niveau de connaissances et de compétences élevé, et quel qu'en soit le coût, si le coût n'est pas pris en charge par le système public, c'est nous qui le prenons en charge. Le professeur Dreyfus qui participait également à la 28e journée internationale du centre cardio-thoracique de Monaco. Depuis l'ouverture du centre, son conseil scientifique organise le 2e vendredi de novembre une journée médico-chirurgicale de cardiologie ou de pathologie thoracique réunissant des spécialistes de réputation internationale. Cette année, l'insuffisance cardiaque était au cœur des discussions. Vanessa Dessy vous en dit plus. Elle est la première cause de décès dans le monde, devançant en taux de mortalité les cancers. L'insuffisance cardiaque, un vaste sujet évoqué à l'occasion de la 28e journée internationale du centre cardio-thoracique. Ce rendez-vous annuel a donc permis aux cardiologues et chirurgiens de faire le point sur les dispositifs existants, mais également de présenter les plus efficaces et prometteurs dans ce domaine. Les enjeux, c'est de permettre à d'abord l'ensemble de l'équipe du centre cardio-thoracique de se réunir pour ne pas faire que soigner les gens, mais avoir le temps de réfléchir et d'accroître les connaissances. C'est aussi d'inviter des intervenants étrangers de renom et reconnus et compétents qui vont présenter des choses qu'on n'a pas forcément le temps de lire ou de savoir. Et en plus, c'est d'avoir les cardiologues de la région, cardiologues de ville ou hospitaliers, qui veulent venir aussi avoir une journée très complète sur un sujet précis. L'insuffisance cardiaque est définie comme une anomalie structurelle ou fonctionnelle du cœur, conduisant à un apport en oxygène insuffisant pour répondre aux besoins métaboliques des différents organes. Aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique. C'est un vrai problème de santé publique parce que on traite beaucoup mieux les patients qui ont de l'hypertension, qui ont un infarctus, si vous voulez, mais la population vieillit. La proportion de sujets avec un diabète augmente de plus en plus. Des patients qui mouraient avant d'hypertension ou d'infarctus survivent au prix d'un cœur qui est plus fatigué qu'auparavant. Et donc à l'heure actuelle, on considère qu'à peu près 1 à 2% des patients en France ont une insuffisance cardiaque, mais au-dessus de 80 ans, c'est 10%. Et ça représente 3 à 5% des coûts de santé. Donc, vous voyez, c'est un problème de plus en plus important. La recherche continue de façon intensive pour rechercher soit des nouveaux médicaments, soit des nouvelles techniques, par exemple les greffes de cellules souches, et des techniques très intéressantes probablement pour le futur. Il y a également beaucoup de recherches sur les techniques instrumentales, comme la resynchronisation de défibrillateurs. Et il y a également beaucoup de recherches sur l'activité physique qui prévient l'insuffisance cardiaque. Et ça fait beaucoup avancer la recherche. Ça permet surtout de diffuser l'information parce que chacun travaille un peu dans son coin et on n'est pas toujours au courant des progrès qui peuvent exister sur le diagnostic, les dosages sanguins, les nouveaux médicaments, comment les utiliser, etc. Et là, en faisant appel à des experts des différentes stratégies thérapeutiques, je dirais, on a sur une journée un panel total de ce qui peut se faire. Débats contradictoires, confrontation des techniques existantes, résultat actuel, 150 participants du monde entier avaient fait le déplacement pour cette 28e journée internationale du centre cardio-thoracique.
Coup de projecteur à présent sur ce nouveau diplôme proposé depuis cette année à l'IUM, une formation spécifique qui porte sur le secteur bancaire et plus précisément sur la place monégasque. Le reportage d'Émilie Rousseau. Il s'agit du premier diplôme de formation professionnelle spécifique à la Principauté de Monaco, fruit d'un partenariat entre la Direction du Travail et l'Association monégasque des activités financières. Le Bachelor of Finance répond aux problématiques du secteur bancaire monégasque et a été élaboré par les professionnels eux-mêmes. À la demande des professionnels de la banque, on a réfléchi à la possibilité de mettre en place une formation bancaire spécifique à la place monégasque, donc qui reprenne toutes les spécificités, notamment en termes de réglementation et de typologie de clientèle, donc du sur-mesure, mais à niveau Bac+3. Donc on a créé cette formation en 2007 et l'année dernière, on s'est penché sur un nouveau partenariat pédagogique en contactant l'IUM pour en faire une formation Made in Monaco. Et pour mettre en place ce diplôme Made in Monaco, la Direction du Travail s'est associée à l'International University of Monaco, baptisé Bachelor of Finance, option Monaco Banking and Financial Services. Ce cursus permet donc aux étudiants de se spécialiser et d'être incollables sur la place bancaire monégasque, un secteur bien particulier. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'élément bancaire avec le métier spécifique qui est quand même très développé à Monaco de la banque privée et qui est un métier particulier, spécifiquement du fait de l'approche des clients. Et ça nécessite d'avoir une relation particulière avec cette clientèle qui est souvent en attente d'une prestation de service de qualité, pour le moins. Et donc nous avons introduit, en plus des éléments techniques, réglementaires habituels, beaucoup d'éléments de comportement pour être capable d'apporter cette qualité de service dans le cadre de cette activité. Je n'oublie pas, et c'est très important, l'investissement que fait aujourd'hui la Principauté sur tous les problèmes éthiques, réglementaires et déontologiques, et nous avons intégré massivement ces dispositions dans la formation. 14 élèves ont été retenus pour ce bachelor qui combine à la fois la formation théorique et l'aspect pratique. En effet, cet apprentissage d'1 an se fait en alternance, 2 jours par semaine à l'IUM, le reste de la semaine étant dédié à l'apprentissage en banque, un aspect qui a séduit Florian Faustini. Un parcours qui fait 2 jours de cours par semaine est plus attirant plutôt que de reprendre après 4 ans de vie active, de suite une semaine entière de cours intensifs. Donc j'ai postulé directement et puis voilà. Actuellement je suis dans une banque privée à Monaco. J'espère pourquoi pas après cette formation pouvoir continuer avec eux ou pourquoi pas continuer un autre cursus en master et le continuer aussi avec eux. Cette année, une dizaine d'établissements bancaires accueillent ces jeunes apprentis qui, à l'issue de l'année scolaire, auront un précieux sésame en main, un sésame qui leur permettra d'entrer directement dans la vie active. Je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau projet, la reprise en début de semaine des fouilles au sein de la grotte de l'Observatoire. Sandrine Nègre a suivi une partie de ces travaux, on regarde. Lundi 7 novembre, une date importante à la fois sur le plan archéologique mais aussi sur le plan historique, car 2016 marque le centenaire des premières fouilles réalisées au sein de la grotte en 1916 sous l'égide du prince Albert Ier. Un site au fort potentiel puisque c'est ici que furent retrouvées les traces des tout premiers hommes de Monaco. Là, on reprend parce qu'on a de nouvelles idées, on veut affiner les datations, donc on va rééchantillonner les planchers stalagmitiques et faire des datations à la fois à l'uranium-thorium et puis même d'autres méthodes novatrices comme les datations cosmogéniques sur des galets en quartz qui seraient ramenés par l'homme préhistorique dans des niveaux les plus anciens. C'est aussi le gage d'informations nouvelles et intéressante pour nos visiteurs qui sont friands de ce genre d'informations. Cet espace découvert lors des travaux d'aménagement du jardin exotique va donc au fil des années permettre aux archéologues et spécialistes de se succéder pour y mener recherche et études. Les dernières en date avaient eu lieu dans les années 80. La reprise de ces fouilles est aussi une belle illustration de transmission. Tout ce qui est au-dessus, c'est l'arrivée de l'homme de Cro-Magnon, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Donc si on descend sous ce plancher stalagmitique, là on est avec l'homme de Néandertal, paléolithique moyen, et après on ira au fond de la grotte, là on verra les occupations de l'Homo erectus. Donc ici, on a déjà descendu de 7 mètres, on est à la côte 90,
Et donc, tous les petits témoins qui sont coincés dans les niches vont pouvoir peut-être être prélevés à nouveau. C'est le dernier endroit qui a été fouillé, c'est ici, dans les années 80 justement, par Louis Barral et Suzanne Simone. Et c'est là où on a les plus anciennes traces de l'occupation du territoire monégasque. On est à plus de 300 000 ans. Et il reste encore des choses à découvrir. Ce qui sera intéressant là, dans notre prochaine étape, c'est de faire un sondage pour voir jusqu'où ça va. Parce que vous voyez, ça continue plus profond. Les avancées technologiques permettent, vous l'imaginez, d'accroître et de perfectionner les recherches aujourd'hui. La mission ici, c'est de faire un suivi topographique des fouilles. Donc, dans un premier temps, on a mis en place un réseau de points de repère par un appareil topo classique. Ensuite, on vient compléter avec le scan 3D pour faire l'ossature générale de la grotte en termes de référence avec des nuages de points. Donc, cet appareil-là, il mesure 1 million de points par seconde. Donc, le principe, c'est qu'il va envoyer un laser via cette optique. L'optique va tourner, il prendra 1 million de points par seconde dans cet axe-là, et puis ensuite il va tourner sur lui-même. Donc on aura la vue d'ensemble à 360 degrés. Et sachez que nous reviendrons en détail sur cette première journée de reprise de travaux archéologiques sur le site de la grotte de l'Observatoire dans un magazine. Nous suivrons bien sûr aussi les prochaines étapes de recherche, datation, prélèvement et fouilles. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Pause musicale avec Katia et Marielle Labec. Ces deux sœurs pianistes proposent pour la première fois à Monaco sur la scène de l'Opéra Garnier un spectacle en 2 actes autour du mythe de Roméo et Juliette. Une première partie rythmée par les tubes de la comédie musicale de West Side Story. La partition de Leonard Bernstein a été arrangée pour l'occasion pour 2 pianos, alors que la seconde partie mêle hip-hop, breakdance et danse contemporaine sur une composition de David Chalmin. Rendez-vous donc ce vendredi à 20h30 à l'Opéra Garnier. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Après le beau temps ensoleillé de ces derniers jours, il faudra prévoir mercredi un léger changement de temps avec l'arrivée de quelques nuages qui viendront progressivement voiler le soleil le matin et une légère menace de pluie dans l'après-midi. Les températures seront peu élevées. Jeudi, retour du soleil, les températures seront en hausse avec 12 degrés dans la matinée et 17 degrés dans l'après-midi. Vendredi, temps très agréable, poursuite de la remontée des températures. Samedi, soleil voilé le matin, le temps se dégradera progressivement avec un risque de pluie dans la soirée. Les températures seront proches des normales de saison. Dimanche, ciel changeant, persistance d'un risque d'averse, les températures seront stationnaires et nous débuterons finalement la semaine prochaine avec un beau soleil. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.